Je vais appeler Alain Bérard, qui est directeur adjoint et référent plaidoyer de la Fondation Médéric Alzheimer, pour nous présenter une présentation intitulée « L'évolution de l'insertion des INM dans le parcours de soins des personnes vivant avec une maladie neuroévolutive entre 2019 et 2023 ». Et comme on dit, Alain, the floor is yours. Donc tout d'abord, permettez-moi de remercier les organisateurs pour l'opportunité qui m'est donnée de venir vous parler des interventions non médicamenteuses dans un champ particulier, c'est dans le parcours de soins de personnes qui vivent avec la maladie d'Alzheimer, avec la maladie à corps de Lévy, et ainsi que les personnes qui vivent avec une dégénérescence fronto-temporale. Et mes propos vont porter sur la période qui va de 2019 à 2023. Alors, comme on dit quand on passe à la douane, je n'ai rien à déclarer. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est que, évidemment, vous pouvez prendre toutes les photos que vous désirez concernant cette présentation. Alors, les résultats que je vais vous présenter, en fait, proviennent d'une étude que la Fondation réalise depuis 2002, maintenant, avec un rythme d'une étude tous les 2 ou 3 ans depuis 2011. C'est une étude nationale qui, comme vous le voyez, s'adresse à toutes les structures qui vont s'intéresser dans le diagnostic, l'information, l'hébergement, la prise en charge, l'accompagnement de ce public. Cette étude est réalisée avec 2 objectifs. Un premier objectif, c'est bien sûr de suivre la mise en place, la mise en œuvre des différents plans, des politiques publiques, les plans nationaux de santé, les feuilles de route, etc. Et puis un deuxième objectif plus opérationnel, c'est d'avoir une photographie régulièrement mise à jour de l'ensemble des dispositifs dévolus à ce public. Et comme vous le savez, ces dispositifs, il y en a qui disparaissent, au revoir les Mayas, et puis il y a des nouveaux dispositifs qui apparaissent, par exemple les SAD, c'est-à-dire les services autonomie à domicile. C'est pour ça que c'est important d'avoir cette photographie actualisée et mise à jour. Concernant la méthodologie, nous nous appuyons sur un questionnaire qui est envoyé par voie postale aux différentes structures, mais également ce questionnaire est disponible en électronique. Et vous voyez, pour la dernière vague d'enquête, qui date, vous voyez, de décembre 2022 à février 2023, eh bien, ça a concerné à peu près 15 000 structures différentes. 15 000 structures dans 7 grands domaines. Vous avez un premier domaine qui est celui des centres d'accueil de jour. Vous avez un deuxième champ qui est celui qui concerne les établissements d'hébergement, les EHPAD, établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes, mais également les résidences autonomie, les EHPA, etc. Vous avez ensuite les centres de diagnostic, vous avez les centres d'information, d'orientation, les centres de coordination. Vous avez ensuite tous les dispositifs qui vont s'intéresser aux aidants, qui vont apporter du soutien, de l'accompagnement aux aidants, de la formation pour les aidants. Et puis, bien sûr, je finis avec les fameuses plateformes de répit et d'accompagnement à destination des aidants. Alors, nous nous appuyons donc sur un questionnaire. Ce questionnaire a à peu près 2 volets. Il y a un premier volet concernant les interventions non médicamenteuses. L'idée, c'est qu'est-ce qu'on fait comme intervention non médicamenteuse, d'une manière générale, pour avoir une photographie mise à jour. Et puis, la deuxième question qui nous intéresse plus dans le cadre de cette présentation, c'est concrètement, sur le terrain, comment les différents acteurs, les établissements, les structures s'organisent pour réaliser ces différentes interventions non médicamenteuses. Nous les avons interrogés de manière générale et nous les avons interrogés plus précisément. On leur a demandé de se positionner, lorsque c'était pertinent, bien entendu, par rapport à 10 interventions non médicamenteuses. Vous les avez, c'est l'activité physique adaptée, c'est l'art-thérapie, c'est le jardinage à visée thérapeutique, c'est évidemment les interventions à médiation animale, les interventions qui s'appuient ou qui sont fondées sur la danse. Vous avez la musicothérapie, vous avez la cognition, que ce soit stimulation, que ce soit réhabilitation. On trouve bien sûr la thérapie par réminiscence. Alors, si jamais vous n'êtes pas très à l'aise avec ces 10 interventions non médicamenteuses, bien, je vous propose tout simplement de télécharger notre guide à la Fondation Médéric Alzheimer. C'est un guide très simple, très pratique, qui va vous expliquer de manière complète, mais très pratique, ce que sont ces 10 interventions non médicamenteuses. Vous avez la version française, vous avez la version en anglais, et depuis très peu, nous avons également une version en langue italienne. Vous avez le site où vous pouvez télécharger gratuitement. Alors, entrons maintenant dans les résultats, les sujets. Commençons par le début du parcours, on commence par le diagnostic. Et quand on regarde un tout petit peu ce qu'on appelle les centres de diagnostic en France, ce sont les consultations mémoire, ce sont les centres mémoire ressources et recherche, ce sont des structures qui sont essentiellement à l'hôpital. On est vraiment dans un milieu hospitalier, et quand on regarde les résultats, vous voyez que pratiquement tout le monde
pratiquement tous les lieux de diagnostic prescrivent des interventions non médicamenteuses. Et quand on regarde de près, vous voyez, la première intervention qui est prescrite, c'est l'activité physique adaptée, puis arrive la stimulation cognitive, puis arrive la réhabilitation cognitive. Et tout ça, ça a du sens, il y a une logique. Ce sont 3 interventions non médicamenteuses qui sont bien documentées, qui sont bien connues, et surtout, ce sont des interventions qui sont bien reconnues par le milieu médical, parce que nous sommes dans le secteur sanitaire. Et quand on regarde un peu quel est le professionnel qui met en œuvre ces interventions non médicamenteuses, vous voyez qu'en première position, on a l'orthophoniste, deuxième position, le masseur-kinésithérapeute, et puis en troisième ligne, on trouve le psychologue. Vous avez remarqué que les 2 premières professions, c'est-à-dire orthophoniste et masseur-kinésithérapeute, ce sont des professionnels de santé qui interviennent le plus souvent sur prescription, et très important, leurs activités sont connues, reconnues par l'assurance maladie, et donc leurs interventions peuvent être prises en charge par l'assurance maladie. Alors quand maintenant on quitte le monde de l'hôpital pour arriver, je dirais, à la ville, on va s'intéresser à 2 dispositifs en particulier. Il y a les dispositifs qui concernent les centres d'accueil de jour, et puis il y a les EHPAD. Et là, ça a été une grosse surprise pour nous, parce que là, les résultats, vous voyez, ils ne sont pas bons du tout. En 2019, vous voyez 97%, allez, on va dire, pour simplifier, tous les accueils de jour proposaient des activités de type INM. Et vous voyez qu'en 2023, de 97% des structures, seulement 73% en proposent de manière systématique. On a la même tendance concernant les EHPAD, les établissements d'hébergement des personnes âgées dépendantes. Pratiquement tout le monde, 93% en 2019, et vous voyez, on chute à 74% en 2023. Alors il y a plusieurs explications à cela. La première explication qui ressort, vous voyez, dans 72% des cas, on nous explique tout simplement, c'est la difficulté à avoir des personnes ressources. Personnes ressources, il faut l'entendre dans les 2 sens. Ce sont des individus, ce sont des professionnels, mais ce sont également des structures de proximité. Ça, c'est quand je ne peux pas moi-même, dans mon établissement, faire ces activités. Et donc, je dois faire appel à des personnes extérieures. Et quand il n'y en a pas, c'est peu disponible ou que c'est très cher, vous comprenez que c'est compliqué. Deuxième cas de figure, je suis en capacité, moi, de faire ces activités au sein de mon établissement. Et là, je suis confronté à plusieurs problèmes. C'est que pour faire une intervention non médicamenteuse, comme vous le savez, il me faut un professionnel qualifié et formé. J'en ai dans mon établissement, mais le problème, comme vous le savez, c'est que ça tourne. Il y a un turnover, donc j'ai aujourd'hui, demain, je ne suis pas sûr de l'avoir. Et puis un autre point important aussi, vous connaissez la pénurie des professionnels. Donc ce professionnel pourra faire des interventions non médicamenteuses, pour peu qu'il dispose du temps pour le faire. Donc vous voyez, on a des difficultés pour accéder aux ressources. Vous avez d'autres explications de moindre importance, c'est par exemple la difficulté ou le manque de coordination ou de transmission d'informations entre l'hôpital, où vous avez des interventions non médicamenteuses qui sont initiées, qui sont mises en œuvre, et qu'il faut ensuite poursuivre lorsque la personne quitte l'hôpital pour rejoindre soit son domicile ou un équivalent du domicile, comme l'EHPAD par exemple. Et puis, on sait, vous êtes des professionnels de terrain, tout ça, on sait quelles sont les véritables grosses raisons. Il y a une véritable grosse raison, tout simplement, c'est qu'il y a un sous-financement. Les INM ne sont pas financés aujourd'hui, ils n'ont pas un financement spécifique. Et vous le savez, dans le cadre de la loi du 8 avril 2024, relative au bien-être, et au bien vieillir surtout, on met en place un forfait particulier, un forfait prévention, pour 3 activités. Pour la stimulation cognitive, pour l'alimentation et pour l'activité physique adaptée. Cette loi 2024, mais aujourd'hui, on n'a rien de concret par rapport à ça. Donc sur le terrain, les interventions non médicamenteuses sont financées un peu, excusez-moi du terme, au petit bonheur la chance, à partir d'un budget qu'on appelle un budget animation, qui va donc dépendre des capacités financières humaines de l'établissement et qui va dépendre également d'arbitrage, de décisions internes propres à l'établissement. Vous avez aussi un autre facteur majeur, vous le devinez, 2019, ça nous rappelle quelque chose, c'est la pandémie Covid, ça a amené les établissements à se réorganiser, à revoir leur façon de faire, à réallouer leurs moyens et, dans une certaine mesure, à revoir les priorités. Il y a une autre raison, un peu de teasing, je vous en parlerai à la fin. Alors, la question que nous sommes posée, c'est quelles sont
les ou le professionnel qui réalise ces interventions non médicamenteuses. Là, nous sommes hors hôpital, c'est-à-dire que vous voyez tout à l'heure, on avait vu quelles étaient les 3 interventions les plus prescrites. Là, on est hors champ hospitalier et là, vous voyez, les interventions non médicamenteuses les plus réalisées, c'est l'activité physique, c'est la réminiscence, c'est la musicothérapie et c'est la stimulation cognitive. Et quand on regarde, vous voyez, il y a beaucoup de bleu. Le bleu, c'est quand c'est un salarié de la structure qui met en œuvre l'INM. Et donc, vous voyez que réminiscence, stimulation cognitive, c'est que du bleu. On va dire que les établissements font ça en interne. Et puis, pour certaines activités, comme l'activité physique ou encore la musicothérapie, eh bien, parfois, on fait appel à un professionnel extérieur, un professeur de STAPS, professeur d'activité physique. On peut faire appel à un musicothérapeute, à un art-thérapeute, etc. Et donc, vous voyez que dans 15%, 10% des cas respectivement, on fait appel à quelqu'un extérieur. Mais là où j'aimerais attirer votre attention, c'est regardons la musicothérapie et regardez le chiffre de 4% qui est entre le 12% et le 10%. Vous avez un petit truc bleu, c'est 4%. Ça veut dire que dans 4% des cas, l'activité musicale, la musicothérapie, on va dire, est réalisée par un bénévole. Et c'est étonnant parce qu'on a vu jusqu'à présent que pour faire une INM, il faut un professionnel qualifié et formé. Alors vous allez me dire, c'est probablement un bénévole qui était auparavant art-thérapeute et qui a pris sa retraite. Je n'en suis pas certain. Et donc du coup, à la Fondation, on s'est posé la question de manière faussement naïve. On s'est dit, mais est-ce que sur le terrain, finalement, il n'y a pas une confusion? Une confusion entre des activités qui sont réalisées à visée occupationnelle, récréationnelle, de bien-être, et une confusion avec d'autres activités qui sont réalisées à visée thérapeutique. Il y a peut-être une confusion entre les deux. Alors nous avons regardé de plus près, et vous avez là sur l'écran l'exemple des centres d'accueil de jour, où on a séparé ces 4 activités en 2 catégories. Il y a les établissements qui nous ont dit ces 4 activités, nous les réalisons à visée thérapeutique, c'est ce que vous avez à gauche. Et puis vous avez les mêmes établissements qui nous ont dit pour ces 4 activités, nous les réalisons à visée occupationnelle, relationnelle, bien-être, etc. Regardons d'abord la gauche, c'est-à-dire lorsque on réalise ces 4 interventions, ces 4 activités, dans un objectif thérapeutique. Donc là, on sait très bien, quand on est sur du thérapeutique, on se fixe des objectifs, on fait de l'évaluation. En fait, c'est une activité qui est professionnalisée. On s'attendrait à ce qu'il n'y ait que du bleu. C'est-à-dire que finalement, tous les professionnels sont tous spécifiquement formés à la réalisation de cette intervention. Et vous voyez que ce n'est pas le cas. 23%, 21%, 33%, 18%. Donc vous voyez, on a quand même une part assez importante de professionnels qui mènent ces activités à visée thérapeutique, mais qui ne sont pas formés pour autant spécifiquement à cette intervention. Quand on regarde dans l'autre côté, c'est-à-dire le côté occupationnel et autres, regardez la musicothérapie. En musicothérapie, la majorité, ce sont justement des personnes qui ne sont pas formées à la pratique musicale. Et j'aimerais attirer votre attention sur la case d'à côté, c'est la réminiscence. Et vous voyez que dans 35% des cas, on fait de la réminiscence à visée occupationnelle, je dirais, alors que le professionnel n'est pas formé à ça. Et ça, vous le savez, on l'entend souvent sur le terrain, nous dire « Oui, mais vous savez, les INM, ce ne sont pas des médicaments. Il n'y a pas d'effet secondaire. Il n'y a pas de mal à faire des INM. » Et vous savez très bien que le problème, quand on utilise la technique de réminiscence et qu'on ne le fait pas bien, vous risquez de majorer une dépression qui est déjà là, ou vous risquez de provoquer une dépression. Donc oui, il y a heureusement des effets positifs, mais malheureusement, il peut aussi y avoir des effets négatifs, et il ne faut pas sous-estimer cela. Quand on regarde maintenant le dernier point, c'est-à-dire que je vais conclure sur ces deux sujets qui ont émergé dans notre travail. Le premier point, c'est quand on s'intéresse aux structures qui accompagnent en particulier les aidants, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, 3/4 de ces structures proposent des INM particulières. Ce sont des INM qui sont dédiées à la fois à la personne aidée et à la fois à l'aidant. Habituellement, c'est pour l'un, pour l'autre. Là, en fait, on a des INM pour les deux en même temps et à la fois. Et vous voyez, c'est une tendance qui augmente puisqu'on est maintenant dans 3/4 de ces structures. Et deuxième sujet très important sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est cette notion de réticence. La réticence des professionnels
On s'en doutait, mais là en particulier, c'est la réticence des personnes malades, la réticence des familles à la réalisation d'interventions non médicamenteuses. Et vous voyez que cette réticence, elle a bien augmenté entre 2019 et 2023. Regardons le graphique à droite. Pour simplifier, à droite, vous avez les familles. En 2019, regardons le bleu et le violet. Eh bien, en 2019, grosso modo, vous aviez à peu près 40,2% des familles qui pouvaient émettre des réticences à la réalisation d'une INM. En 2023, vous voyez, on monte à 58,4%, c'est-à-dire que la majorité des familles, de principe, se montrent réticentes à la réalisation d'INM. Et oui, c'est logique. Pourquoi vous faites faire de l'activité physique à mon père alors qu'il a des problèmes de mémoire? C'est quoi le lien entre activité physique et mémoire? Pourquoi vous faites à mon mari des séances d'orthophonie alors que c'est plus un enfant? Et donc vous voyez, il y a un problème de connaissance, il y a une confusion, et donc il y a un effort pédagogique de sensibilisation, de formation à faire, mais à tout le monde, pour les professionnels, mais également pour les familles, et également pour les personnes concernées, les personnes malades elles-mêmes. Et je finirai par une information très brève. Quand nous avons vu ça à la Fondation Médicale Alzheimer, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui peut expliquer ces réticences, etc. Donc nous avons lancé une enquête particulière en 2025 pour explorer ces différentes dimensions. Et nous espérons pouvoir, l'année prochaine, vous présenter ces résultats. Je vous remercie.